J'ai bâti notre entreprise pour en faire un empire de 9 milliards d'euros. Le jour où mon père est mort, ma mère l'a remise à son précieux beau-fils, disant « Il est temps que le vrai s'en dirige ». Elle ne savait pas, mon père avait laissé une clause scellée. Et cela l'a mise à genoux me suppliant de grâce. Bonjour, je suis Clémence, j'ai bâti notre entreprise familiale de toutes pièces, la transformant en un héritage de 9 milliards d'euros. Mais le jour où mon père est mort, ma mère s'est tenue devant une pièce pleine d'hommes et a dit « Il est temps que le vrai s'en dirige ». Puis elle a tout remis à son précieux beau-fils, sans avertissement, sans respect, juste un affront tranchant. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que mon père avait laissé derrière lui une clause scellée, et une fois que je l'aurais ouverte, ce serait elle qui me supplierait de lui épargner. Avant de nous lancer, dites-moi d'où vous écoutez ce soir et avez-vous déjà été trahi par votre propre sang? Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé ensuite. Le ciel affichait cette douce teinte grise qui ne se transformait jamais tout à fait en pluie, juste assez lourde pour s'insinuer dans les os. Paris en plein hiver, rien ne bougeait rapidement, ni le vent, ni les gens, ni le chagrin. J'étais assise au deuxième banc, les mains jointes, les doigts serrés au point d'en avoir mal. L'église sentait les lys et le pain, ce mélange étrange de deuil et de restes de Noël. Le cercueil de mon père était à l'avant, poli et fermé. Il l'avait clairement stipulé dans son testament, pas de démonstration publique, pas de spectacle de sanglots, il appelait ça, juste du calme, de la simplicité, de la froideur. Ma belle-mère, Marceline, était au premier rang, bien sûr, drapée de soie noire, son maquillage impeccable, pas une seule larme déplacée. À côté d'elle se tenait son fils, Landry, costume de créateur, mâchoire arrogante, comme s'il pensait fouler un tapis rouge au lieu d'enterrer l'homme qui avait tout bâti. Mon père avait épousé Marceline après le décès de ma mère. J'avais déjà 30 ans à l'époque et elle me traitait comme un meuble qu'elle ne pouvait pas jeter mais ne voulait pas avoir autour non plus. Les gens chuchotaient en entrant, des visages dont je me souvenais à moitié des salles de conseil et des réunions de famille. Quelques vieux cadres du groupe Wright. J'ai croisé le regard de Monsieur Henry, le vieil ami de papa, aux cheveux gris et toujours plus perspicace que quiconque je connaissais. Il m'a fait un léger signe de tête. D'autres ne m'ont même pas jeté un coup d'œil. Quelques-uns ont offert leurs condoléances, mais la plupart se sont contentés de regarder Landry comme s'il détenait déjà les clés. Je portais l'épingle de revers en argent de mon père. Personne d'autre ne l'a remarqué, mais lui et moi, eh bien, nous savions ce que cela signifiait. C'était sa façon silencieuse de dire « celle-ci écoute ». Quand le prêtre a finalement parlé, j'ai à peine entendu un mot. J'avais déjà dit mes adieux des semaines auparavant, assise au chevet de son lit d'hôpital, tenant sa main pendant que les machines bourdonnaient autour de nous. Ces derniers mots pour moi furent « Ne les laisse pas te faire honte, Clémence, pas un centimètre ». Je n'avais pas pleuré depuis. Après le service, nous nous sommes tous dirigés vers la salle adjacente pour la réception, si l'on peut appeler ainsi des amuse-gueules et trop de silence gênant. Les gens échangeaient des banalités autour de boulettes de viande sur des cure-dents. Je me suis déplacé entre les groupes, hochant la tête, remerciant, mais toujours à l'affût. Puis vint le toast. Marceline se tenait près de la cheminée, tenant une flûte à champagne comme si elle annonçait le gagnant d'un gala de mode. Sa voix résonna au-dessus des murmures. À Gérald, dit-elle, un mari, un visionnaire, un homme qui a bâti un héritage. Des applaudissements polis suivirent. Elle continua, et alors que nous fermons un chapitre, nous en ouvrons un autre. Gérald a toujours cru que le sang, le vrai sang, devait diriger. Je l'ai senti avant qu'elle ne le dise, cette tension dans la pièce, le regard rapide de Monsieur Henry, le changement arrogant dans la posture de Landry. Elle leva son verre plus haut. Alors aujourd'hui, j'honore la vision de Gérald et je présente le nouveau visage de l'héritage Wright, son fils, Landry. Certains ont halté doucement, d'autres ont applaudi maladroitement, incertains. Landry sourit comme s'il venait de gagner une partie à laquelle il n'avait même pas joué. Je ne bougeais pas, ne pouvais pas parler. Mon cœur ne battait même pas, je le jure. Il attendait juste. Marceline ajouta, presque doucement, Gérald aurait voulu que le vrai sang dirige. Le vrai sang. Quelques membres du conseil ont hoché la tête, l'un a même levé son verre à Landry. Monsieur Henry ne bougeait pas. Il me regardait à la place, les yeux fixes. Je reculai, m'éloignant de la pièce, de leur sourire. Dehors, le vent me frappa comme une vérité, amère, tranchante, familière. Je n'ai pas pleuré, pas alors. J'ai regardé la neige fondre sur mes bottes et je me suis demandé si mon père avait su que cela arriverait.
Un instant plus tard, j'entendis des pas derrière moi. Clémence, dit monsieur Henri doucement, vous devrez être intelligente. Très intelligente. Je me tournai vers lui. Ils ont planifié ça. Il ne le nia pas, il avait juste l'air fatigué. Gérald n'a pas tout laissé au hasard. Regardez où il gardait ses documents de fiducie privée. Il s'éloigna avant que je ne puisse lui demander autre chose. Cette nuit-là, la maison était silencieuse. Le personnel était rentré. Marceline et Landry se délectaient probablement encore de leur gloire volée. J'ai parcouru le couloir jusqu'à l'ancien bureau de mon père, ma main glissant sur les boiseries d'acajou. Tout était comme il l'avait laissé, la lampe toujours légèrement tournée vers la gauche, la chaise portant encore le poids de l'absence. Je me suis placé derrière le bureau, j'ai ouvert le tiroir inférieur. Des dossiers, des contrats, de vieilles enveloppes, et puis je l'ai vu, une lettre scellée à mon nom, glissée sous le dossier intitulé « Fiducie right privé ». La cire était intacte. Mes mains tremblaient en la tenant. Tu savais, n'est-ce pas, murmurai-je dans le silence. Les mots avaient à peine quitté mes lèvres que le bruit de ce seau se brisant rompit le silence, comme une épingle tombant dans une cathédrale. L'enveloppe n'offrit aucune résistance, juste ce claquement cireux et le doux frottement du vieux papier se dépliant sous mes doigts. Le bureau de mon père avait toujours senti légèrement le cigare, le bois et l'obstination. Ce soir, il sentait le passé qui nous rattrapait. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une seule note manuscrite sur un épais papier crème. Son écriture anguleuse, nette, comme celle d'un homme qui n'avait jamais douté de quoi que ce soit dans sa vie. Clémence, si tu lis ceci, alors je suis parti. Il y a des hommes et des vautours qui rôdent autour de cette entreprise. Certains portent des costumes, l'un d'eux m'a épousé. Utilise la clause 17b. Tu l'as mérité, même s'ils ne le diront jamais. Mais agis vite, tu n'as que 7 jours. Je ne l'ai jamais dit à voix haute, ce fut mon erreur. Mais tu étais la seule qui comprenait le combat. GW. En dessous se trouvait un mémorandum légal plié, estampillé du blason de Right&I. Le titre seul me coupa le souffle, clause de contingence exécutive 17b, entrée en vigueur au décès. Je me suis lentement enfoncé dans le fauteuil en cuir derrière son bureau, le cœur battant à la lisière de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, l'espoir, peut-être, mais il était mêlé d'une amertume et d'un chagrin si épais que je pouvais à peine les séparer l'un de l'autre. La clause 17b m'accordait le contrôle d'urgence de toutes les actions votantes de classe à pendant 7 jours suivant son décès, seulement si je l'invoquais par écrit aux bureaux légaux de l'entreprise dans ce délai. Ce n'était pas une pleine propriété, mais c'était suffisant pour tenir les rênes jusqu'à la convocation du conseil. C'était le pouvoir, mais pas la protection. J'ai regardé la ligne de signature, son nom était là, audacieux et indéniable. J'ai passé mes doigts sur l'encre, froide, permanente. Mes mains tremblaient, non de peur, mais du poids de ce qui allait suivre. De l'autre côté de la pièce, l'horloge grand-père gémit vers 1h du matin. Je n'avais même pas enlevé mon manteau depuis que j'étais rentré des funérailles. Mes pieds me faisaient encore mal d'être resté trop longtemps en talons, mais mon esprit était grand ouvert, en ébullition. Je me suis penché en arrière, tenant la lettre contre ma poitrine et fermant les yeux. Ce bureau n'était pas seulement le sien, il avait été notre champ de bataille. Il y avait un souvenir qui n'arrêtait pas de revenir, il y a 6 mois, notre dernière réunion formelle. Je venais de conclure un accord à Tokyo, un accord qui avait triplé nos actifs de RD. Quand je suis entré dans la salle de conférence, il n'a pas levé les yeux. Ils ne te respecteront pas, a-t-il murmuré en tournant une page. Je suis resté là, attendant. Pas à moins que tu ne les y forces. C'était la façon de mon père d'exprimer son amour, pas des louanges, pas de la chaleur, mais de la préparation. Pas une seule fois il n'a dit qu'il était fier, mais chaque trimestre, il me laissait renégocier ses propres contrats. Chaque négociation était un test, et je le passais. Toujours assise là, dans le silence, je me suis retrouvé à murmurer les mots que je n'avais jamais osé prononcer devant lui, tu aurais pu simplement me dire que tu m'aimais, papa. Mais l'horloge ne répondit pas, seul le vent tapait contre le carreau givré de la fenêtre comme un invité impatient. Je me suis frotté les tempes. 7 jours, et ils avaient déjà commencé à bouger. Juste ce matin-là, avant même que les funérailles ne commencent, Marceline avait chuchoté à l'un des jeunes membres du conseil. J'ai vu sa main sur son bras, la façon dont elle riait de quelque chose qu'il avait dit, trop fort et trop raffiné pour être réel. Et Landry, il se pavana dans la pièce comme un homme qui avait déjà ses cartes de visite imprimées.
Il ne pleurait pas, il posait. Et moi, j'étais encore là, serrant une lettre. Je me suis forcé à me lever. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Au lieu de cela, j'ai regardé le soleil se lever derrière l'horizon, lent, pâle, indifférent. Puis j'ai pris une douche, me suis habillé d'un costume en laine anthracite et j'ai attaché mes cheveux en un chignon bas. Pas de maquillage, juste de la concentration. À exactement 8h03 du matin, je suis entré dans le hall en marbre du cabinet d'avocat Wright & Hay. La réceptionniste, pas plus de 25 ans, a levé les yeux vers moi avec l'indifférence habituelle de quelqu'un à qui on avait déjà dit qui comptait et qui ne comptait pas. Je suis ici pour parler à un avocat principal, ai-je dit calmement. Ses yeux ont à peine jeté un coup d'œil à mon visage. Et vous êtes ? Clémence Dubois. Une pause, puis un petit sourire narquois. On m'a dit de ne rien traiter sous ce nom. Vous n'êtes plus sur la liste des dirigeants. Cette phrase m'a glacé le dos. J'étais sur le point de lui demander de répéter quand une voix coupa à travers les portes en verre dépoli. Clémence. C'était Monsieur Henry. Il avait la soixantaine maintenant, plus lent qu'avant, mais toujours aussi vif. Le dernier homme de ce cabinet qui appelait mon père, Gérald, sans sourciller. Il me fit signe de le suivre. Nous avons marché en silence dans les couloirs, passant devant des tableaux à l'huile des associés fondateurs et des bureaux aux murs de verre où de jeunes avocats sirotaient un espresso et débattaient de fusions qu'ils ne comprenaient pas. Dans son bureau, il ferma la porte. Il ne posa pas de questions. Il prit simplement la lettre, la lut attentivement, puis hocha la tête une fois. « Vous avez 5 jours, dit-il doucement. Cette réceptionniste a dit qu'ils essaient de faire traîner les choses. Ne leur donnez pas la chance. Puis-je déposer ça avec vous ? Pas aujourd'hui. Il y a déjà une barrière dans le système. Mais si vous apportez une lettre physique avec la clause formellement citée, scellée, datée, nous pourrons les contourner. Je serai là, mais vous devrez la remettre personnellement. » J'ai hoché la tête. Son regard s'est adouci. Je savais qu'il vous avait laissé quelque chose. Je ne savais juste pas qu'il faudrait autant de courage pour l'ouvrir. Je suis parti sans un mot de plus. Au moment où je suis rentré, la maison semblait plus froide que la veille au soir. Le feu dans le salon avait cessé de brûler depuis longtemps. Je me suis versé un petit verre d'eau, me suis assise à la table de la cuisine et ai sorti une feuille de papier vierge. Pas de tremblement cette fois, pas de larmes, juste le grattement régulier de l'encre sur le papier. J'ai rédigé mon intention formelle d'invoquer la clause exécutive 17B, selon les termes décrits dans le mémorandum de Gérald Wright daté, paraphé, scellé dans une nouvelle enveloppe. J'ai même utilisé un de ces vieux timbres en laiton, toujours dans le tiroir, comme un signe silencieux d'outre-tombe. Puis je me suis assise dans le silence et j'ai regardé la cheminée. S'il voulait une guerre bâtie sur le sang, voyons comment il gérerait une guerre bâtie sur le silence. Je me tenais là, dans la lumière tamisée du bureau de mon père. La lettre, encore chaude de l'imprimante, dans ma main. Je l'ai pliée soigneusement, l'ai glissée dans une enveloppe manille et l'ai scellée, pressant ma paume sur le rabat comme si cela signifiait quelque chose. Peut-être que oui. Il était à peine 6 heures quand je suis sorti. L'air gardait encore le silence du matin, mais mon esprit était déjà plus bruyant que n'importe quelle heure de pointe. Au moment où j'ai atteint le cabinet d'avocat, mes doigts étaient devenus froids. Le bureau de Monsieur Reynard était niché au fond du bâtiment de pierre et de verre que Gérald avait autrefois aidé à financer. La réceptionniste a à peine levé les yeux quand je suis entré. Elle devait avoir vu l'enveloppe et savait. Je n'ai pas attendu qu'elle demande. Il m'attend, ai-je dit, et j'étais déjà à mi-chemin du couloir. À l'intérieur, Reynard se tenait derrière son bureau, ajustant les poignets de sa chemise bleu marine comme s'il n'avait rien de mieux à faire. Je lui ai tendu l'enveloppe. Il l'a ouverte lentement, a lu la page, puis, avec un hochement de tête presque imperceptible, il a tendu la main vers le tampon en acier à côté de lui. Tude. Le son de l'autorité, de la finalité. C'est fait, dit-il. J'ai laissé échapper le souffle que je n'avais pas réalisé que je retenais. Puis il m'a regardé dans les yeux, ce qu'il n'avait jamais fait avec pitié, mais aujourd'hui, il y avait de la prudence. Ils s'attaqueront d'abord à votre réputation, puis à votre esprit. J'ai soutenu son regard. Ils devront d'abord la trouver. Je suis parti sans un mot de plus. Au moment où je suis arrivé au parking de l'entreprise, la ville avait commencé à bourdonner. L'air sentait le café brûlé et le béton mouillé, un mardi typique. J'ai pris l'ascenseur seul. Mes talons résonnaient.
Chaque étage me rapprochait du champ de bataille. La salle du conseil semblait différente maintenant, pas physiquement, mais je le sentais, comme un changement de pression juste avant une tempête. La plupart des directeurs étaient déjà assis, certains me jetant un coup d'œil poli mais indéchiffrable. Aucune hostilité pour l'instant. Puis les portes s'ouvrirent à nouveau. Marceline entra la première, ses talons résonnant comme des coups de pistolet. Landry la suivit, ajustant ses poignets, affichant ce sourire de crocodile qu'il arborait toujours quand il pensait être sur le point de gagner quelque chose. Je n'ai pas pris la peine de m'asseoir. Je me suis dirigé vers le bout de la table et j'ai posé la clause estampillée où tout le monde pouvait la voir. Ceci, ai-je dit, est la clause 17B, rédigée sous la supervision de mon père, activée ce matin. Je détiens maintenant le contrôle de vote d'urgence de toutes les actions de catégorie A jusqu'à ce qu'un vote formel soit convoqué. Silence, puis des papiers froissés, des souffles chuchotés. Landry sourit d'un air suffisant. C'est une blague? Marceline pencha la tête. Vous n'avez jamais été répertorié comme successeur. Vous êtes instable depuis des années. C'était ça, le premier coup. Je suis resté immobile. Vous pouvez questionner ma santé mentale, mais ceci, j'ai tapoté la clause, a été notarié par votre propre cabinet et attesté par un homme en qui votre père avait plus confiance qu'en vous deux. De l'extrémité de la table, Monsieur Brantelet se leva. Ses cheveux, autrefois d'un noir de jais, étaient maintenant argentés et peignés en arrière. J'ai servi aux côtés de Gérald pendant plus de 40 ans, dit-il d'une voix rauque comme du gravier. Cette clause est passée par mes mains. Il voulait ça, que vous le vouliez ou non. À côté de lui, Madame Dorcy ajusta ses lunettes et ajouta, il ne vous a pas formé, vous deux. Il l'a formé, elle. Chaque évaluation du conseil, chaque exercice de contingence, elle était dans la pièce, vous non. La pièce bougea comme des meubles réarrangés sans un bruit. Marceline rougit. Landry se pencha en arrière, les bras croisés, mais ce sourire narquois avait disparu. Monsieur Renwick, le secrétaire du conseil, s'éclaircit la gorge. Compte tenu de la légitimité du document, je propose une pause dans la succession, un examen de 14 jours, le leadership intérimaire reste avec Mademoiselle Dubois. Le vote passa 7-5. Je n'ai pas souri, pas encore, mais mes mains tremblaient sous la table, non pas de peur, mais du fantôme de mon père. Je pouvais presque l'entendre marmonner, c'est ma fille. Quand la réunion fut terminée, je me suis éclipsé par la porte latérale et j'ai continué à marcher. Les sols de marbre se brouillaient sous mes pieds. Je ne suis pas rentré avant le coucher du soleil. La télévision était encore allumée depuis le matin, une émission de fin de soirée scintillant en arrière-plan. J'ai laissé tomber le dossier sur le comptoir de la cuisine et je me suis versé un verre d'eau. Puis mon téléphone a vibré, alerte d'actualité. Des sources anonymes de la succession Wright affirmaient que j'étais mentalement inapte à diriger, citant des épisodes présumés, des antécédents familiaux d'instabilité émotionnelle et un comportement erratique pendant le deuil. Ma photo a clignoté à l'écran, un portrait d'un gala de bienfaisance, souriante, les yeux un peu trop vitreux sous les lumières de la scène. Je me suis assise lourdement. Ce n'était pas une calomnie, c'était une attaque chirurgicale. Il n'essayait pas de me battre, il voulait m'enterrer avant que je ne puisse reprendre mon souffle. Puis un texto, Henri. Il joue sale. Ne perdez pas la tête à les égaler. Vous devez riposter sans perdre qui vous êtes. J'ai fixé l'écran, puis je me suis levé, j'ai marché jusqu'au bureau de derrière où étaient rangées les vieilles affaires de mon père, j'ai ouvert le tiroir qu'il gardait toujours fermé à clé mais qu'il n'avait jamais vraiment caché. À l'intérieur, parmi des dossiers poussiéreux et des registres reliés, se trouvait une clé USB noire, marquée en lettres majuscules, GW aux confessions. Je l'ai branchée sur mon ordinateur portable. L'écran a clignoté une fois, puis encore, puis sa voix a rempli la pièce, si tu regardes ça, c'est que les loups sont venus pour toi. Ma main a plané au-dessus du bouton pause, mais je n'ai pas pu appuyer. La voix de mon père, calme mais usée, a rempli le silence de mon bureau comme de la fumée s'infiltrant à travers de vieilles lattes de plancher. Il ne lisait pas un script, il me parlait juste. Clémence, dit-il doucement, si ça passe, c'est que je n'ai pas gagné, pas comme je le voulais. Ça veut dire que Marceline a fait son coup, ou quelqu'un l'a fait en son nom. J'ai senti ma respiration se serrer dans ma poitrine. Son visage à l'écran semblait plus vieux que je ne m'en souvenais, non pas en années, mais en poids, en savoir. Tu n'étais jamais censé être un plan de secours, continua-t-il. Tu étais la seule que j'ai formée,
la seule qui écoutait quand personne ne regardait. Il regarda hors champ, peut-être vers une note qu'il avait griffonnée, ou vers rien du tout. Puis sa voix baissa, « Il y a 3 personnes en qui tu peux avoir confiance, du moins j'espère que tu le peux encore, Brantley, Dorsey et Henry. Mais même là, Clémence, ne donne pas tout, pas à moins que la maison ne soit en feu. » Je me suis assise, les yeux fixés sur l'écran clignotant. Gerald Wright, qui avait terrifié les dirigeants par son seul silence, n'était plus qu'un père laissant derrière lui une lampe de poche dans une mine en effondrement. « Ils attaqueront ton nom, dit-il. C'est la première étape. Puis ils essaieront de te briser l'esprit, de te faire passer pour déséquilibré, parce que s'ils ne peuvent pas te battre sur les faits, ils te battront sur la perception. » Une longue pause. Son expression s'adoucit. J'aurais dû dire ça plus souvent, j'aurais dû le dire plus clairement, tu as mérité ça. Ne les laisse pas te convaincre du contraire. La vidéo s'est coupée. J'ai fixé l'écran vide pendant des minutes, immobile, tenant le chagrin dans une main et la stratégie dans l'autre. Puis, doucement, j'ai remis la clé USB dans son boîtier métallique et l'ai glissée sous le faux fond de mon tiroir. Au matin, la guerre a frappé à ma porte. Une épaisse enveloppe est arrivée à ma porte d'entrée, avis juridique. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Je savais que c'était le début des ennuis. Les ennuis avaient toujours un certain poids. Celui-ci était lourd. J'ai attendu d'être assise, mon café refroidissant à côté de moi, puis je l'ai ouverte lentement. Les allégations étaient directes, utilisation abusive des fonds de l'entreprise 300 000 € au total liés à une organisation à but non lucratif pour l'alphabétisation des enfants que j'avais aidé à soutenir il y a des années. Les documents affirmaient des zones floues, insinuaient un bénéfice personnel sous couvert d'entreprise. J'ai refermé le dossier. Je n'avais pas besoin de deviner d'où cela venait. Marceline voulait du sang. J'ai allumé la télévision. Comme par hasard, l'un des panels de discussion du matin était en pleine conversation. Et maintenant, des questions entourent l'utilisation des fonds de l'entreprise par Clémence Dubois. Une organisation à but non lucratif pour les enfants, certes, mais est-ce un cas de zone floue ou quelque chose de plus calculé? J'ai vu ma propre photo apparaître à côté d'un bandeau qui disait « Affaire Dubois sous le feu des critiques ». J'ai coupé le son de l'écran. Laissez-les spéculer, laissez-les tourner en rond, mais je ne broncherai pas. En fin d'après-midi, je suis allé à la périphérie de la ville, au-delà des zones de restauration rapide et des panneaux immobiliers. Derrière une vieille bibliothèque se trouvait un modeste bâtiment en briques avec une pancarte en papier qui disait encore « Fermé pour cause de Covid », même si le monde était passé à autre chose. À l'intérieur, Madame Kovac m'attendait, stoïque dans son cardigan et ses boucles d'oreilles en perles, les mains soigneusement pliées sur ses genoux. « Vous saviez qu'ils essaieraient ça », dit-elle sans même un bonjour. « N'est-ce pas ? J'espérais pas si tôt, ai-je admis. » À côté d'elle, l'auditeur financier de l'organisation à but non lucratif, un homme tranquille nommé Jérôme, ouvrit un dossier manille. Chaque reçu, chaque registre, chaque piste papier était intacte. Je ne les ai pas touchés. Je les ai juste regardés tous les deux dans les yeux. « J'ai besoin que vous les gardiez, ai-je dit. Ne divulguez rien, pas encore. » Jérôme a levé un sourcil. « Vous ne comptez pas rendre ça public ? » Pas à moins qu'il ne double la mise, ai-je répondu. S'il frappe encore, nous riposterons avec la vérité, mais seulement au moment le plus opportun. La bouche de Madame Kovac s'est légèrement incurvée. Votre père aurait aimé ça. Je les ai laissés avec un hochement de tête et un merci murmuré. Sur le chemin du retour, le soleil du soir plongeait bas, coupant le pare-brise comme une lame. Je n'ai pas allumé la radio. J'avais besoin du silence plus que du son. Mais le silence n'était pas au menu longtemps. Le lendemain matin, une enveloppe non marquée est apparue dans ma boîte aux lettres. Pas d'adresse de retour. Elle était mince, à peine la taille d'un livre de poche, mais à l'intérieur se trouvait une clé USB enveloppée dans un post-it qui disait simplement « Vous voudrez entendre ça ». J'ai verrouillé la porte de mon bureau, tiré les stores et glissé la clé dans le port. L'audio était brouillon au début, puis s'est clarifié. La voix de Landry, nous les faisons venir, nous la dépeignons comme démodée, émotionnelle, fragile. Une autre voix a retenti, probablement Marceline, elle a les vieux dossiers de son père, bien sûr, mais personne ne suit un fantôme. Puis Landry de nouveau, plus froid cette fois, elle est faible, elle a toujours été l'ombre obéissante. Laissez-la s'effondrer. Ma main s'est serrée en un point, les ongles pressants décroissant dans ma paume.
Il ne faisait même plus semblant. Il pensait que les chuchotements étaient en sécurité dans les pièces verrouillées, mais quelqu'un dans cette pièce n'était pas d'accord et m'a remis la preuve. Je suis resté assise là longtemps, la clé USB bourdonnant toujours. La pièce était presque sombre maintenant, les dernières traces de soleil disparues. J'ai regardé dans ce vide, pas en colère, pas brisé, juste lucide. Puis j'ai parlé, à peine au-dessus d'un murmure, vous n'avez jamais vu à quoi je ressemble quand je cesse d'être obéissante. Je ne l'ai dit à personne, juste dans l'obscurité, dans le silence étouffant de mon bureau. Mais les mots avaient un goût d'acier, lourd, définitif. Et alors que j'étais assis seul, le dos droit dans ma chaise, je l'ai enfin senti, le silence n'était pas vide, il était plein, aiguisé, concentré, comme un fil tendu. Je n'ai pas attendu longtemps. Cette nuit-là, j'ai transféré le fichier audio à Monsieur Reynard, l'ancien avocat d'entreprise de notre société, depuis longtemps à la retraite mais toujours aussi vif. Et à Ava Girard, une consultante en relations publiques à qui j'avais fait confiance une fois, lors d'un scandale de rappel de produits en 2015. Elle était discrète, redoutable avec les mots et allergique aux théâtralités. Dans la ligne d'objet de l'email, j'ai tapé « phase 2 pas encore pour diffusion publique ». Puis j'ai fermé mon ordinateur portable. Le lendemain matin, je portais un pantalon gris et un chemisier uni bleu marine. Rien de tape à accent grave-l'œil. Je ne voulais pas avoir l'air d'essayer de gagner quoi que ce soit, juste stable, fiable. Le genre de femme qui n'avait pas besoin de crier pour être entendue. À 10 heures du matin, j'avais un café devant moi et 2 membres du conseil dans mon bureau, Monsieur Delacroix et Madame Boyer. Des visages neutres dans le chaos récent, loyaux envers rien d'autre que leurs actions. Je n'ai pas perdu de temps. J'offre une transparence totale, ai-je dit en leur tendant à chacun une copie imprimée de l'audit financier de l'entreprise pour le dernier trimestre. Pas de modification, pas d'omission. Si vous êtes avec moi, vous obtenez les faits. Sinon, je vous traiterai comme si vous aviez déjà choisi un camp. Delacroix jeta un coup d'œil au papier, sa bouche tressauta. Et si nous restons neutres? Je me suis penché en avant, d'une voix calme, cela n'existe plus. Nous sommes restés silencieux un instant. Madame Boyer tapota lentement le bord de son papier. Puis elle a hoché la tête une fois. Nous aurons besoin de temps. Prenez-le, ai-je dit, mais pas trop. En soirée, je suis arrivé au domaine familial. Le scanner du portail a clignoté en rouge. J'ai réessayé, rien. J'ai baissé ma vitre et fait signe au gardien de sécurité derrière le guichet en verre. Greg, il m'apportait du chewing-gum à la menthe de la station-service près de chez lui quand j'étais enfant. Il n'a pas bougé. Alors j'ai appelé, pas de réponse. Ce n'est qu'à la 3e tentative que l'interphone a finalement bourdonné et que j'ai entendu la voix de Marceline. J'ai changé l'accès, dit-elle froidement. Vous n'habitez plus ici. Il n'y avait aucune trace d'hésitation, aucune colère non plus, juste de la glace, plate et dure. Je suis sorti de ma voiture. Vous avez vidé le bureau de papa, n'est-ce pas? Ces dossiers sont inutiles maintenant. Ne vous ridiculisez pas, je vais prendre certaines de mes affaires. Votre chambre a été transformée en suite d'invités. Il ne reste rien à votre nom. Je suis resté là, serrant les clés dans ma main. La même allée de gravier où je faisais du vélo après l'école, la même fenêtre où papa se tenait quand je partais à l'université, et maintenant, rien. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas frappé à la porte. Je me suis juste retourné, suis monté dans ma voiture et j'ai roulé. Pas chez moi, pas encore. Au lieu de cela, je me suis arrêté devant un entrepôt de stockage de la rue du Neuf, l'une des vieilles unités d'entreprise de papa. Je n'y étais pas allé depuis des années, mais la carte magnétique fonctionnait toujours. Marceline a dû oublier que cela existait. À l'intérieur, sous la poussière et le temps, je les ai trouvées, des boîtes marquées de l'ancien logo de Wright Industries, fissurées et délavées. J'ai cherché jusqu'à ce que je voie un dossier étiqueté « Contingence de succession au personnel ». À l'intérieur, elle était là, une lettre tapée et signée « Au conseil d'administration de Wright Industries ». Si un quelconque défi à la ligne de succession survient après mon décès, ceci est pour confirmer ma directive personnelle, Clémence Hélène Dubois sera reconnue comme mon successeur, indépendamment des murmures. Laissez son travail parler plus fort. Pas un testament, mais proche. Et dans un jeu de pouvoir comme celui-ci, parfois la proximité avec la vérité était juste suffisante. Je n'ai appelé personne, je n'ai rien publié. J'ai scanné la lettre,
l'ai enregistré dans 3 dossiers sécurisés et j'ai remis l'original dans un classeur ignifuge. Puis j'ai dormi. Le jour suivant, un titre éclata, l'accord de consultation de Wright Industries sous examen, 2,7 millions d'euros à un conseiller sans licence lié à Landry Alden. L'article incluait des virements bancaires, des documents de SARL et des irrégularités fiscales, le tout transmis à un journaliste nommé Paul Garnier. Je lui avais remis le dossier 2 jours plus tôt, discrètement, lors d'un déjeuner où aucun nom n'avait été prononcé à voix haute. À midi, j'ai vu Marceline à la télévision. Évidemment, ces questions font l'objet d'une enquête interne. Les décisions d'embauche de M. Alden ont été prises par les voies appropriées. J'ai coupé le son de l'écran. Tellement prévisible. La fin de soirée arriva. J'ai retiré mes talons à la porte, me suis versé un verre d'eau et j'ai enfilé un cardigan. L'épuisement pesait derrière mes yeux, mais je ne les ai pas encore fermés. Puis j'ai remarqué quelque chose par terre, juste sous le seuil, une enveloppe simple, sans timbre, sans nom. Je me suis penché lentement. À l'intérieur se trouvait une seule feuille, encre rouge, pas de signature, vous êtes surveillé. Arrêtez maintenant ou ça devient personnel. J'ai tenu la note dans mes mains un long moment, sans trembler, sans peur. Puis je l'ai pliée en 2, l'ai posée à côté de ma tasse et j'ai dit à l'appartement vide, trop tard, ça l'est déjà. Je me tenais là, tenant toujours la note qui avait été glissée sous ma porte, son encre rouge s'étalant sur la page comme une menace à moitié chuchotée. Mais je n'ai pas tremblé, pas cette fois. Je l'ai pliée en 2, l'ai glissée à l'arrière de mon agenda et j'ai éteint la lampe de ma table de chevet. La pièce s'est assombrie, mais mon esprit non. Au lever du soleil, la tempête médiatique s'était déchaînée. Le scandale du conseiller de Landry à 2,7 millions d'euros avait fait la une de 2 publications nationales. Un titre disait, un dirigeant paie un ami d'université pour du conseil, pas de travail, pas de diplôme, pas de honte. Un autre, népotisme ou fraude? Les investisseurs veulent des réponses. Je n'ai pas eu le temps de lire les commentaires, j'avais des choses à faire. À exactement 8h30 du matin, je suis sorti de la berline noire et j'ai franchi les hautes portes vitrées du siège de Wright Industries, seul. Pas d'assistant, pas d'attaché de presse, pas d'entourage. Juste moi, un costume bleu marine et un dossier manille à la main, étiqueté, compte personnel et mémorandum d'éthique. Le bâtiment bourdonnait de tension. Les regards me suivaient depuis l'ascenseur jusqu'au dernier étage. Je pouvais presque entendre leurs pensées, revient-elle pour de bon? C'est elle qui a fait fuiter l'information? Je n'ai pas répondu. J'ai marché directement dans la salle du conseil où la moitié des directeurs étaient déjà assis et le reste est arrivé en quelques minutes. Tout le monde avait l'air fatigué, sauf Landry. Il était assis au bout de la table comme un homme essayant de faire semblant d'être indifférent, bien que les coins de sa bouche tressautaient chaque fois que quelqu'un regardait son téléphone. Monsieur Brantley est entré en dernier, a fermé la porte vitrée derrière lui et m'a fait un petit signe de tête. Pas de sourire. Ce n'était pas ce genre de matin. Commençons, dit Brantley en ajustant ses lunettes. Nous avons tous vu la couverture, et certains d'entre nous, ajouta-t-il, regardant Landry avec insistance, sont au milieu d'un audit fédéral. Avant que quiconque ne parle, je crois que mademoiselle Dubois a quelque chose à présenter. Landry n'a pas attendu. Oh, elle le fait toujours, dit-il d'une voix mielleuse. Le théâtre a toujours été sa force, jamais le leadership. Je l'ai ignoré. Au lieu de cela, je me suis dirigé vers la table et j'ai posé le dossier devant monsieur Reynard. À l'intérieur, ai-je dit calmement, vous trouverez les transferts détaillés, les approbations signées et les emails liés aux consultants en question, recoupés avec les politiques d'éthique interne. Puis j'ai sorti une clé USB. Et ceci, ai-je dit en me dirigeant vers l'ordinateur portable de la conférence, et l'audio du dîner stratégique d'il y a 2 semaines. Le visage de Landry se tendit. Monsieur Brantley appuya sur « Lecture ». Pendant les 7 minutes suivantes, les seuls sons dans la pièce furent des cliquetis de couverts, des rires et la voix de Landry, claire comme le jour, se moquant du conseil, se vantant d'acheter la loyauté et se moquant de l'idée d'une PDG femme, sauf si c'était pour les relations publiques. Quand l'audio s'est coupé, personne n'a bougé, pas même Landry. Puis Marceline se leva, ses mains serrées sur le bord de la table. Sa voix tremblait, non pas de peur, mais de rage. Cette entreprise n'a jamais été destinée à elle, lança-t-elle. Gérald a fait une erreur. Elle n'est pas faite pour ça. Elle ne l'a jamais été. Plusieurs têtes se tournèrent, téléphone en main. Elle ne le remarqua pas, ou s'en fichait.
il l'a élevée trop douce, trop sentimentale. Elle n'a pas ce qu'il faut. Madame Dubois, dit Monsieur Brantelet prudemment, cette réunion est diffusée en direct conformément à la politique de conformité. Mais il était trop tard. L'interne dans le coin, à peine 21 ans, n'a même pas cligné des yeux. La diffusion en direct avait déjà capté le coup de sang de Marceline, la diffusant au moniteur juridique et, peu après, au reste d'Internet. J'ai vu le visage de ma belle-mère rougir alors qu'elle réalisait ce qu'elle venait de faire, puis elle disparut, sortit sans un mot de plus. À midi, sa tirade était coupée, sous-titrée et en vogue, cette entreprise n'a jamais été destinée à elle. Marceline Wright exposée. Internet fit ce que le système judiciaire ne pouvait pas. Le jugement public arriva vite et ne manqua pas sa cible. Landry tenta de s'accrocher. Il publia un communiqué le même après-midi, blâmant une attaque coordonnée et une trahison familiale, mais cela ne servit à rien. Ses comptes furent gelés, le soi-disant consultant avait disparu, et moi, je ne célébrais pas. Ce soir-là, je me suis assise seule dans le bureau qui était celui de mon père, celui qu'ils avaient jadis vidé. Maintenant, il était de nouveau à moi. Le fauteuil en cuir grinçait toujours de la même manière que lorsqu'il s'y adossait. Les stores captaient le soleil doré de la fin de journée, comme toujours. J'ai posé ma main sur le bureau. Gagner ne ressemblait pas à ce que j'avais imaginé. Pas de satisfaction, pas de frisson, juste le calme. Parce que la survie n'est pas une question d'applaudissements, c'est une question d'être toujours là après que tout le monde ait essayé de vous effacer. J'ai ouvert le tiroir à droite. À l'intérieur se trouvaient de vieux dossiers, des stylos, une photographie usée de moi à 12 ans, debout à côté de papa lors d'une fête de fin d'année. Et en dessous, scotché à l'arrière du tiroir, se trouvait une enveloppe. Une écriture que je n'avais pas vue depuis des années. Elle était simplement adressée, à ma fille, si jamais elle revient. J'ai hésité, puis je l'ai ouverte. La lettre était datée d'il y a 6 ans. Clémence, je t'ai fait te battre pour une place qui aurait toujours dû être la tienne. Je pensais que cela te rendrait forte. Je pensais que le défi te forgerait comme il m'a forgé. Mais peut-être que tout ce que tu voulais, c'était d'être considéré comme de la famille, pas seulement comme la successeur. Je suis désolé. Papa. Je n'ai pas pleuré tout de suite. Je suis restée assise avec la lettre sur mes genoux, ma main sur ma bouche, laissant le silence faire ce que les mots n'auraient jamais pu. Ce n'était pas assez, mais c'était quelque chose. Un coup à la porte a brisé l'instant. Mon assistant, Adrien, a passé la tête, tenant un presse-papier. Ils sont prêts pour vous, dit-il doucement. Le panel médiatique veut entendre votre version de l'histoire. J'ai plié soigneusement la lettre et l'ai placée dans la poche de mon manteau. Je me suis levé, et lissé l'avant de mon blazer et me suis dirigé vers la porte. Je me suis tourné vers lui et j'ai dit, calmement, mais fermement. Puis, il est temps qu'il rencontre la vraie moi. Le trajet en voiture jusqu'au studio fut silencieux, non pas le genre de silence qui s'étire avec malaise, mais le calme stable qui suit une tempête que l'on a déjà survécue. J'ai regardé par la fenêtre alors que nous passions devant le palais de justice où Marceline avait jadis posé pour des photos de presse, souriant à côté de mon père comme la belle-fille dévouée. C'était il y a une vie, ou peut-être juste la saison dernière. C'est amusant de voir comment la trahison réarrange le temps. Au moment où nous nous sommes arrêtés devant l'immeuble de la chaîne de télévision, le soleil commençait à descendre bas sur la ville, des traînées d'or chauds zébraient la façade vitrée. Mon assistant, Adrien, me fit un signe de tête rapide avant de sortir le premier. L'air sentait les vieilles feuilles et les nouveaux départs. À l'intérieur, j'ai été accueilli par un tourbillon de poudre, de pinceaux, de fils de micro et la poigne ferme du producteur qui chuchota, « Vous êtes prête, mademoiselle Dubois ?» J'ai hoché la tête. Allons-y, les lumières du plateau étaient presque trop vives, mais je n'ai pas bronché. Je me suis assise en face de la présentatrice, Mélissa Dubois, une femme connue pour poser le genre de questions qui déstabilisent les gens. Mais il ne me restait rien pour trébucher. Nous sommes en direct dans 3, 2. La voix de Mélissa devint veloutée. Bonsoir la France. Notre invitée ce soir est une femme dont le nom a inondé les gros titres au cours du dernier mois, Clémence Dubois. Au lendemain d'un scandale d'entreprise, d'un coup de sang public et d'un changement dramatique au sein du conseil d'administration, la question que tout le monde se posait, qui est-elle vraiment? Elle se tourna vers moi. Mademoiselle Dubois, merci d'être ici. J'ai croisé les mains sur mes genoux. Merci de m'avoir invité. Mélissa se pencha légèrement.
Pourquoi n'avez-vous pas parlé plus tôt? J'ai regardé droit dans la caméra, pas la présentatrice, pas la foule derrière l'objectif, juste les gens qui regardaient depuis leur cuisine, leur lit d'hôpital et leur fauteuil avec des pantoufles. Parce que quand on est sous-estimé, ai-je dit lentement, on collectionne les preuves, et puis, quand ça compte, on les présente. Il y eut une pause, respectueuse, le genre que les gens accordent quand la vérité éclate et que personne ne veut être le premier à détourner le regard. Alors que l'interview se poursuivait, la régie diffusa des images de la salle du conseil, le moment où j'ai glissé le fichier audio sur la table, le silence qui a suivi après que Brantley ait appuyé sur lecture, l'explosion incontrôlable de Marceline capturée par cette interne tremblante avec un badge de diffusion en direct. Ils ont montré des extraits du visage de Landry perdant ses couleurs, et puis une photo de moi, calme, le dossier toujours fermé. Les téléspectateurs ont inondé les réseaux sociaux, non pas de commérage, mais de quelque chose de rare, de l'admiration. Je ne savais pas qui était Clémence Dubois avant, lisez un tweet. Mais maintenant oui, et je veux que ma fille soit comme elle. À mi-chemin du segment, la productrice de Mélissa lui tendit une carte. Elle y jeta un coup d'œil, me regarda avec des sourcils levés. Mademoiselle Dubois, je viens d'être informé que la juge Hélène Barret a appelé la chaîne. Elle dit qu'elle était une amie de votre père. Ma gorge se serra, non pas de peur, mais de reconnaissance. La juge Barret. Je ne l'avais pas vue depuis l'université, quand elle m'avait donné un livre sur les femmes leaders et m'avait dit « N'attendez pas la permission ». Elle dit qu'elle aimerait vous parler, ajouta Mélissa hors caméra. Après le segment, on m'a conduite dans une pièce latérale où la ligne téléphonique avait été établie. J'ai décroché. Clémence, dit la voix, chaleureuse et fatiguée, vous êtes devenue à la hauteur de votre nom. J'ai dégluti. Juge Barret, je ne savais pas que vous suiviez toujours. Votre père ne savait pas toujours comment dire ce qui devait être dit, mais il m'a confié, vers la fin, qu'il s'inquiétait de ce qui se passait autour de lui. Il ne faisait pas confiance à la gestion de la succession. J'ai fermé les yeux. Je témoignerai, dit-elle clairement. Je parlerai de la pression que Marceline a exercée sur lui, de ce dont j'ai été témoin, de ce contre quoi je l'avais mis en garde. Je n'ai pas parlé un instant. Je n'en avais pas besoin, elle savait. Quand j'ai quitté le studio, le ciel s'était assombri, prenant cette couleur indécise entre la nuit et pas encore. La ville semblait plus calme, comme si elle aussi avait entendu l'interview. 2 matins plus tard, une lettre de mise en demeure atterrit sur mon bureau, scellée dans un papier coûteux et une arrogance vide. Marceline l'avait envoyée par l'intermédiaire de son 3e avocat en 2 semaines. Il vous est par la présente ordonné de vous abstenir d'utiliser la marque familiale Wright dans toutes vos démarches publiques. J'ai lu le reste à voix haute à Adrien. Tu penses qu'elle croit posséder le nom, demanda-t-il, impassible. Je pense qu'elle est terrifiée que personne ne la croit plus. Au lieu de déposer une réponse légale, j'ai envoyé un communiqué de presse cet après-midi. Je me tenais au pupitre, devant le même groupe de médias qui chuchotait autrefois si j'étais instable. Cette fois, j'ai tendu une enveloppe différente. Aujourd'hui, ai-je dit, nous faisons don de 5 millions d'euros pour financer une initiative de bourse d'études pour les étudiants en STEAM de première génération, en l'honneur de Gerald Wright. Les flashs ont éclaté, les questions ont fusé, mais je n'ai ajouté qu'une seule phrase de plus, le nom Wright n'est pas une marque, c'est une promesse. Pas une que l'on hérite, mais une que l'on gagne. Le conseil s'est réuni plus tard cette semaine-là. Brantley est entré, a déposé une motion sur la table et a dit « Votons ». 10 minutes plus tard, les résultats furent lus à voix haute, unanimité. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas applaudi. Ce soir-là, je me suis assise seule dans ce qui avait été le bureau de coin de mon père. La plaque signalétique avait été changée, nouveau laiton, nouveau polissage, Clémence Dubois, directrice générale. Dehors, le soleil fondait derrière l'horizon. Je me suis penché en arrière dans le fauteuil qu'il occupait autrefois et j'ai expiré pour la première fois depuis ce qui semblait être des mois. Adrien a passé la tête. Grande journée, a-t-il souri. Et maintenant? Je me suis tourné vers la fenêtre. Nous reconstruisons, non pour la vengeance, mais pour l'héritage. Il a hoché la tête et m'a laissé au calme. Je suis resté un peu plus longtemps, juste à penser, pas à planifier, juste à être. Il faisait sombre quand je me suis finalement levé et que j'ai pris mon manteau. En sortant, je suis passé devant le bureau d'accueil où un employé du courrier m'a fait signe. Quelque chose est arrivé pour vous. Pas d'expéditeur, juste ça. Il m'a tendu une enveloppe simple, 12 d'âge,
oblitéré d'une adresse rurale, sans nom d'expéditeur. Un seul détail m'a coupé le souffle, la ligne d'expéditeur, G. Wright. Je l'ai ouverte lentement. À l'intérieur se trouvait une petite clé en laiton. Pas de lettre, pas d'explication. Juste le poids silencieux de quelque chose d'inachevé. Je l'ai regardé longtemps. Il y a encore quelque chose qu'il ne m'a jamais dit. Cette pensée m'est restée longtemps après que le soleil ait disparu derrière les collines, par la fenêtre du bureau. La clé dans ma main était froide, plus lourde qu'elle n'y paraissait, attachée par un simple fil noir à une enveloppe sans nom d'expéditeur, juste des coordonnées. Pas de notes, pas d'explication. Le lendemain matin, j'étais au volant, en direction de la Côte d'Azur. Des kilomètres de conifères flanquaient les deux côtés de la route sinueuse. Plus je m'enfonçais dans la forêt, plus le GPS bégayait. Finalement, j'ai perdu tout signal, mais j'ai continué. Le portail est apparu comme sorti d'un autre siècle, en fer forgé noir, enchaîné, la rouille mordant chaque courbe. Je suis sorti et j'ai regardé. La serrure s'est déverrouillée dès que la clé a tourné. Pas de bruit, pas de résistance. L'allée était envahie de mousse et d'aiguilles de pin, et en marchant vers la maison, j'ai réalisé que personne n'avait touché cet endroit depuis des décennies. Une plaque délavée était clouée de travers sur le porche, Val des Érables. Mon père n'avait jamais mentionné posséder une propriété ici. Pas une seule fois. À l'intérieur, l'air était épais de silence, non pas le silence de la paix, mais celui des secrets scellés. La poussière reposait intacte sur chaque étagère. Les rideaux étaient mités, affaissés. Mais à l'arrière, derrière un bureau délavé et un couloir étroit, se trouvait une seule porte renforcée, verrouillée. La deuxième clé tourna et la porte s'ouvrit en grinçant pour révéler une salle de dossiers, des boîtes, des étagères, de vieilles bobines de cassettes et un coffre-fort métallique boulonné au sol. Scotché à l'avant, une note de l'écriture inégale de mon père, c'est là que j'ai enterré ce que je ne pouvais pas réparer. Je suis resté là longtemps, ne sachant pas si j'étais en colère ou le cœur brisé. J'ai passé les heures suivantes à lire des registres jaunis par le temps, des contrats en carbone et des lettres, la plupart manuscrites, toutes datant des premières années de Wright Industries. Un dossier m'a arrêté net, il était étiqueté « Arklin Holdings 1983 ». Le nom a déclenché un souvenir, un scandale d'il y a des années, des investisseurs étrangers, une société écran, des comptes liés au trafic d'armes. Je me suis souvenu l'avoir vu aux infos quand j'étais adolescente, à l'époque où je ne savais pas que notre famille avait un lien avec ça. J'ai ouvert le dossier, il était là, le document d'investissement original, la signature de Gerald Wright. Ce n'était pas une participation majoritaire, mais c'était suffisant pour lancer l'entreprise à ses débuts. Un accord discret signé avant que Wright Industries ne devienne public. Il y avait des lettres, des années de lettres, détaillant comment il avait essayé de couper les ponts, de racheter des actions, d'acheter le silence. Et enfin, un document marqué « Règlement privé au terminé ». Mais ce n'était pas suffisant. Un autre dossier, plus récent, montrait autre chose, Marceline les avait aussi trouvés. Elle avait menacé de révéler la vérité à moins que Gérald ne laisse son fils, Landry, hériter d'un rôle de haut niveau dans l'entreprise. Ce n'était pas seulement du népotisme, c'était du chantage. Et il avait cédé. Mon estomac se serra. Alors, c'était ça le poids derrière ces silences, non seulement la honte, mais aussi un levier, détenu par la femme en qui il avait autrefois eu confiance et utilisé contre lui. Au crépuscule, j'avais ouvert le coffre-fort. À l'intérieur se trouvaient trois choses, une pile d'obligations au porteur d'un fonds désormais défunt, une vidéocassette enregistrée étiquetée, seulement si elle trouve ça, et une photo au moins à environ 12 ans, glissée dans le coin, avec une seule ligne au dos, de son écriture, le véritable héritage n'est pas la richesse, c'est ce que nous choisissons de porter. Je n'ai pas pleuré, mais quelque chose en moi a changé. Cette nuit-là, je ne suis pas retourné à la ville. Je suis resté dans la maison couverte de poussière, assis en tailleur devant une télévision poussiéreuse, essayant de trouver un magnétoscope en état de marche. J'ai regardé la cassette. C'était court, moins de 5 minutes. Il avait l'air plus vieux que je ne m'en souvenais. Si tu vois ça, c'est que tu as trouvé la vérité. Et je suis désolé de ne pas te l'avoir dit, parce que je voulais te donner un chemin propre. Mais peut-être que ce n'était jamais à moi de le donner. Cette maison, ces dossiers, ils sont à toi maintenant. Fais en ce que je n'ai pas pu. Rends les choses justes. Ce n'étaient pas des excuses, c'était une confession. Le lendemain matin,
je me suis dirigé directement vers la ville et j'ai rencontré la juge Hélène Barret dans un café tranquille niché derrière le palais de justice. Je lui ai tout raconté, tout montré. Elle a écouté silencieusement, a remué son thé, puis a posé une question, votre père l'a enterré pour protéger la marque. Vous, que protégerez-vous, la vérité ou la mémoire? Je me suis assise sur ma chaise. La mémoire peut être douce, mais elle peut aussi être un mensonge que l'on répète jusqu'à y croire. J'en ai fini avec les répétitions. 2 semaines plus tard, Wright Industries a publié un communiqué public complet et un rapport de transparence, rédigé par mes soins. Nous n'avons pas seulement divulgué l'investissement historique, nous avons cartographié la chaîne complète, décrit les audits internes et lancé une initiative d'éthique proactive, invitant une supervision par des tiers. Ce ne fut pas joli. Le cours de l'action a chuté. Certains membres du conseil de longue date ont fait un scandale à huis clos. Mais autre chose s'est produit, le soutien public a afflué, des emails, des lettres. Les médias ont publié des articles sur la responsabilité d'entreprise et la vérité au détriment de l'image. Un groupe d'éthique à but non lucratif nous a décerné le prix du « courage commercial de l'année ». Pour la première fois, j'ai senti le poids se lever. Nous ne nous cachions plus, ni derrière le silence, ni derrière l'idée de quelqu'un d'autre de ce que signifiait l'héritage. Ce soir-là, je suis entré dans le bureau juste au moment où le soleil se couchait derrière l'horizon de la ville. Ma nouvelle plaque de nom captait la lumière ambrée comme une déclaration silencieuse, Clémence Dubois, directrice générale. Mon assistant a passé la tête. Grande journée, a-t-il souri. Et maintenant? J'ai baissé les yeux sur le dernier dossier encore posé sur mon bureau, le contrat original d'Arcline. Je venais de signer le document faisant don de toutes les obligations restantes à une fondation qui soutenait le journalisme d'investigation. Je me suis tourné vers lui et j'ai dit, nous reconstruisons, non pour la vengeance, mais pour l'héritage. Il a hoché la tête, puis est sorti discrètement. Juste au moment où je verrouillais pour la nuit, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai répondu. La voix à l'autre bout était rauque, lente, mesurée, masculine, vous avez fait le mauvais choix. La vraie famille ne pardonne jamais. Je n'ai pas bronché. J'ai simplement marché jusqu'à la fenêtre, j'ai regardé la silhouette lumineuse de la ville et j'ai chuchoté à personne en particulier, alors, je suppose que je n'ai jamais été des leurs. J'ai laissé le téléphone se taire sur le comptoir de la cuisine. Pas de réponse, pas de rappel, juste une tonalité sourde résonnant contre le dosseret en carrelage. Alors que je regardais le calme de la nuit, les arbres dehors ne bougeaient pas. Le vent s'était arrêté, ou peut-être que je ne le remarquais plus. Cet appel aurait dû me secouer. Il y a 5 mois, il m'aurait fait sombrer, me poussant à prouver que j'appartenais, que j'étais digne d'un nom, d'un siège, d'une signature. Mais ce soir, j'ai versé le reste du café dans une tasse, me suis assise et j'ai fini de lire mes notes pour le matin. À 7h30 du matin, la salle de bal du siège de Wright Industries bourdonnait déjà. L'Assemblée générale annuelle avait toujours été un spectacle, métal brossé, éclairage doux, chaises alignées avec une précision militaire. Mais cette année, cela semblait différent. Pas plus grand, juste plus lourd, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Je me suis tenu derrière le pupitre. Pas de prompteur, pas de directive de relations publiques. Juste moi, le conseil et plus d'1 millier d'actionnaires. Certains s'accrochant à des actions à 10 €, d'autres serrant des décennies d'investissement. Tous attendaient. J'ai pris une inspiration. Nous n'étions jamais juste des chiffres sur des feuilles de calcul, ai-je dit lentement. Nous sommes la somme du silence, du sacrifice et des histoires que nous avons failli enterrer. Il y eut une pause, non pas de confusion, mais de respect. J'ai continué, cette entreprise n'est pas née dans une salle de conseil. Elle est née d'un homme qui travaillait 18 heures par jour, qui a fait des erreurs dont il ne nous a jamais parlé, et qui m'a quand même laissé, à moi, sa fille, non seulement un titre, mais une question, et maintenant? Mes yeux balayèrent les visages, certains plus âgés que moi, certains plus jeunes, beaucoup sceptiques, quelques-uns, comme la juge Barret à l'arrière, observant avec un calme perçant. Nous avons vu les fissures, ai-je dit, celles que nous avons peintes pendant trop longtemps. Et maintenant, nous avons choisi de dire la vérité. Non pas parce que c'est commode, mais parce que c'est juste. Une pause, puis je reculai. Le vote commença. Les mains se levèrent, les clics retentirent, les moniteurs clignotèrent. Et quand ce fut fini, une nouvelle plaque fut placée à l'entrée de l'étage exécutif,
code de leadership right établi 2025 en l'honneur de Clémence Dubois. Je n'ai pas pleuré, mais quelque chose en moi a enfin expiré. Ce soir-là, alors que le soleil plongeait bas sur la côte, je me suis assise dans mon bureau, faisant défiler les notifications. Les médias bourdonnaient d'une nouvelle ère. Certains la louaient, d'autres la décortiquaient. Mais none de cela ne m'a fait m'arrêter jusqu'à ce qu'un titre attire mon regard, Landry Alden détenu dans un port privé, tentative d'évasion avec des avoirs falsifiés. J'ai appuyé sur la vidéo. Il était là, le visage rouge, les manches retroussées, essayant de se frayer un chemin devant les agents portuaires. C'est ma propriété. Je suis un right, cria-t-il. Derrière lui, Marceline en tenue de créateur, agrippant le bras de quelqu'un et suppliant, je vous avais dit qu'elle n'était pas stable. C'est une affaire de famille, nous la réglerons en privé. J'ai regardé le moment où Landry a été menotté. La caméra a tremblé alors que quelqu'un à proximité criait, vous avez volé votre propre héritage. Et j'ai fermé la vidéo, les supprimé. Laissez l'histoire s'écrire elle-même. Je n'avais pas besoin de vengeance, juste de paix. Le lendemain matin, un coursier a livré une petite boîte. Pas d'adresse de retour, pas de marque. À l'intérieur se trouvait une photo délavée, Gérald, beaucoup plus jeune, tenant un bébé en moi. Son visage à moitié souriant, à moitié inquiet. Au dos, de son écriture, elle héritera de plus que le nom. Elle héritera du combat. En dessous, un chèque de 10 millions d'euros, payable au fonds de bourse d'études que j'avais créé il y a 2 ans pour les étudiants de villes rurales, sans aucune connexion, sans aucun héritage, mais avec de grands rêves. J'ai tenu le chèque comme s'il respirait. Quelqu'un, quelque part, avait compris. Cette nuit-là, je suis rentré tôt. La maison n'était pas grande, plus maintenant. J'avais vendu le manoir, j'avais réduit mes dépenses pour une maison avec des planchers qui grinçaient, des comptoirs ébréchés et un jardin où ma fille adoptive, Nora, pouvait chasser les papillons. Elle était à la table de la cuisine, les jambes se balançant tandis qu'elle plissait les yeux sur son cahier de mathématiques. J'ai jeté mon sac sur le canapé et je me suis glissé sur la chaise à côté d'elle. Besoin d'aide. Elle a pointé un problème de mots tenaces et a grogné, ça n'a pas de sens. J'ai ri. La moitié de la vie non plus. Essayons quand même de comprendre. Alors que nous résolvions la dernière équation, elle a soudainement demandé, c'est vrai que tu possèdes une entreprise d'1 milliard d'euros. J'ai fait une pause, et essuyé une miette de sa joue et l'ai regardée dans les yeux. J'ai hérité de bien plus que ça, ma chérie. J'ai hérité du choix d'être différente. Elle a souri, pas convaincue mais contente, puis est retournée à son crayon. Dehors, le crépuscule a cédé la place au silence. Pas d'applaudissements, pas de menaces. Juste la vaisselle dans l'évier, le linge dans le panier et le silence étrange et réconfortant d'une vie qui n'avait plus besoin d'être prouvée. Je suis resté immobile un moment, les mains autour d'une tasse refroidissante, écoutant Nora fredonner en coloriant la marge de sa page. Et j'ai pensé, la famille n'est pas ce dans quoi on est, c'est ce que l'on protège, même quand cela ne nous protège pas. Et parfois, c'est ce que l'on quitte. Pour enfin se voir clairement.